La photographie, bon, voilà, quand on travaille sur le 19e, quand on s'intéresse au 19e, c'est une technique, c'est un art qui va tramer l'histoire du 19e, qui accompagne, qui permet aussi au 19e de se représenter d'une façon différente de la façon dont les siècles antérieurs ont pu se représenter. Vraiment, l'archive photographique du 19e est immense. Et puis, peu de temps après, effectivement, l'invention de Niepce, peu de temps après ça, on a effectivement des Britanniques qui, au début, eux autres, ils cherchent un procédé optique pour produire des choses en 3D, et ils vont découvrir ou inventer ou produire ce qui apparaît sous le nom de stéréoscope. Qu'est-ce que c'est que le stéréoscope? Alors, les noms de Whetstone et de Brewster, qui sont les inventeurs, tous les deux, ils appartiennent à cette catégorie d'hommes de science du début du 19e, qui ne sont pas des scientifiques au sens contemporain du terme, c'est-à-dire des gens qui travaillent et qui sont rémunérés par l'État, qui travaillent dans des labos, mais qui travaillent effectivement sur leur propre fonds, mais qui diffusent leurs connaissances au sein d'académies où siègent des scientifiques, avec une vocation effectivement de dissémination du savoir. Mais voilà, ils travaillent un petit peu en solo, parfois un peu en équipe. Il y a des phénomènes de concurrence. On est littéralement dans un champ scientifique qui n'est pas structuré comme le champ scientifique est structuré aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte-là qu'apparaissent la stéréoscopie, qui est quand même autre chose que la photographie. Oui, c'est antérieur, de peu, mais c'est antérieur. Mais par contre, très très vite, c'est adopté par la photographie. Vous avez des daguerreotypes en stéréoscopie. Et pourquoi c'est adopté très vite par la photographie? Parce que les utilisateurs de la photographie ont très vite conscience des limites pour être fidèles à la vision humaine. Et la stéréoscopie était du pain béni pour reproduire la vision du relief. Et comme il y aura d'autres tentatives pour rapprocher la vision humaine de la photographie avec la couleur et le panoramique. Donc la stéréoscopie, elle fait partie de cet engrenage de récupération d'autres techniques et d'autres connaissances en physique et en chimie pour s'approcher au plus près de la vision humaine. Et alors c'est assez étonnant de voir à quel point ils s'en emparent très vite, très vite, c'est-à-dire dès 1939, vous avez déjà des daguerreotypes en stéréoscopie, et dès qu'on sait faire de la photographie, on va vers le relief. Et c'est assez fascinant et spectaculaire, à qu'à voir encore aujourd'hui, quand on se promène dans le musée et qu'on a des visiteurs qui arrivent dans cette salle où on présente de la stéréoscopie, moi j'ai vu des enfants s'ennuyer dans ce musée, avancer dans le musée, partir 3 salles avant leurs parents, et arriver dans cette salle, faire demi-tour et traverser le musée dans l'autre sens en courant pour aller chercher leurs parents pour dire c'est comme au cinéma, il y a le relief. Et effectivement, ça suscite un engouement immédiat et qui se dément pas encore aujourd'hui. Et tout à l'heure, on parlait de surproduction photographique, on parlait de milliers de clichés qui vont très vite être réalisés. En stéréoscopie, le phénomène est tout à fait similaire. Oui, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Les premiers inventeurs de la photographie, c'est un peu comme les premiers inventeurs autour de la stéréoscopie, c'est-à-dire que ce ne sont pas des scientifiques à proprement parler. Ils avancent de manière totalement empirique. Ils décrivent plus ou moins bien ce qu'ils font, mais en gros, par exemple, Niepce, il va changer 4 fois de support. Il va changer plusieurs fois de produits photosensibles, de solvants, enfin il va tester plusieurs lentilles. C'est d'ailleurs en cherchant des nouvelles lentilles qu'il rencontre Daguerre, qui lui n'est pas du tout un scientifique, mais un homme de spectacle. Et pour les stéréoscopistes, pardon pour ce néologisme, mais on est un peu dans cette même démarche, complètement empirique. À part que, effectivement, Niepce, lui, il va entièrement financer ses travaux en vendant ses vignes, mais il cherche pas qu'autour de la photographie, d'ailleurs. Il va chercher autour d'un moteur à explosion, il va travailler à améliorer la draisienne, qui vient juste d'être inventée, il travaille sur moult choses, et il n'est pas monomaniaque. Oui, non, mais c'est aussi une des caractéristiques du côté britannique qu'on a effectivement. Ce sont des inventeurs polyvalents.
n'ont pas la spécialisation qui est celle des scientifiques de nos jours et qui s'intéressent et qui sont capables de développer plusieurs procédés simultanément. Mais c'est vrai que la stéréoscopie, voilà, et là on a un exemple, hein, je me permets de le prendre. Voilà, la stéréoscopie, c'est ça. Donc ici on a le stéréoscope et la vue stéréoscopique, et effectivement quand on regarde, on a effectivement cette vision complètement fabuleuse, une vision en 3D. Donc d'un seul coup, le monde, voilà. Le monde, il se passe plusieurs choses concomitamment. C'est-à-dire que le monde se rapproche, se réduit, se représente, mais d'une façon autrement plus immersive que par la photographie. On est vraiment du côté, c'est au-delà de la reproduction, c'est vraiment à la fois une miniaturisation, un rapprochement, c'est aussi une expérience d'un point de vue du dispositif. Alors c'est un dispositif optique, c'est aussi un dispositif, je dirais, haptique, un dispositif physique qui va... alors vous avez remarqué, un stéréoscope, c'est un appareil individuel, c'est-à-dire que la pratique de la stéréoscopie, là aussi, consonne avec l'individualisme dont on fait une des caractéristiques du 19e siècle. Donc c'est une vision qui est individuelle, même si, et là je vais parler pour la Grande-Bretagne, qui est le pays que je connais le mieux à cette époque-là, sans doute plus que la France, on a effectivement des pratiques de visionnage qui sont en famille, tout comme on a des pratiques de lecture en famille, mais c'est comme pour la lecture, et quelqu'un a le livre, lit à voix haute, la famille écoute, commente si besoin est. Là, effectivement, le stéréoscope, c'est quelqu'un qui le manie, et ensuite qui va le passer. Donc chacun a un rapport très personnel à la stéréoscopie et à cette expérience comme ça d'un seul coup d'un monde qui lui apparaît, qui est à la fois à l'intérieur de son monde et qui est un monde différent en fonction effectivement des sujets. Alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a sur cette stéréoscopie, on a effectivement on a justement de la famille. On a une famille. Et faut pas oublier que ce sont des vues qui sont consommées dans un milieu familial, majoritairement. Voilà. Et on va avoir effectivement, en Grande-Bretagne, deux grands sujets, à la fois la famille, le portrait, l'individu, qu'on peut voir, et puis les paysages, alors si possible, les paysages exotiques. L'exotisme commençant dans les campagnes, qui, au XIXe siècle en Grande-Bretagne, sont en train de disparaître ou de se voir remaniés, creusés, forés, sondés, perforés, exploités pour différentes activités industrielles, qui sont aussi détruites pour faire place à l'expansion des villes. Et effectivement, on a des collections de stéréoscopies qui montrent des activités rurales qui sont en train de disparaître. Mais c'est déjà exotique. On a effectivement tous les paysages, et c'est pas pour rien qu'au XIXe, se développent les empires, donc qui sont des grands pourvoyeurs, d'une part en colonisé, mais également en vue stéréoscopique, où on va découvrir des pays dans lesquels les consommateurs de la stéréoscopie ont fort peu de chances d'aller, c'est-à-dire des pays, alors certes, qui font partie de l'Empire britannique, des pays colonisés, mais il est assez improbable que l'employé de bureau de Londres puisse aller jusqu'en Palestine, puisse aller jusqu'en Australie, et donc mais l'Australie vient à lui à travers la stéréoscopie et se présente effectivement comme la 3D, c'est vraiment une expérience immersive, c'est le monde extérieur qui d'un seul coup vient à la rencontre de quelqu'un qui le découvre, qui en demande de cette découverte. De toute manière, la photographie raccourcit les distances. Vous pouvez voyager sans bouger de votre fauteuil. Et la stéréoscopie ajoute une dimension spectaculaire aux photographies que vous pouvez acheter ou faire vous-même. Après, il y a un double phénomène quand même, c'est que la photographie, les amateurs s'en emparent,
et en même temps des éditeurs s'en emparent. Ce qui veut dire que vous avez une production propre que vous regardez pour vous-même ou que vous pouvez faire partager. Mais en tout cas, c'est votre univers que vous photographiez en relief, des choses auxquelles vous tenez. Vous parliez de famille. Je pense aussi à Giraud de Pranget, par exemple, qui va faire construire une maison en Haute-Saône, monter des serres exotiques, monter plusieurs serres, et qui va tout photographier en relief. Et ensuite, là-haut, dans sa musarde, il va regarder ce qu'il a construit dans la journée. Il photographie ses ouvriers, enfin voilà, mais en relief, et pas en 2D. Vraiment. Il est plutôt connu pour ses daguerreotypes égyptiens ou des choses comme ça, mais par contre, chez lui, il photographie en relief. Et puis, il y a toute la production éditée. Alors, vous parliez des campagnes anglaises. En France, c'est un peu la même chose. Et puis surtout, la photographie est très connue à la fin du 19e, c'est que ça devient possible pour le bourgeois de faire le grand tour sans bouger. Donc, vous avez des studios occidentaux qui vont s'installer dans les pays du grand tour, qui vont produire des photographies qui sont ensuite revendues en Occident, où vous allez là-bas, vous n'allez pas sur le monument, mais vous achetez les photos sur place, mais le plus souvent vous les achetez à Paris, et en fait tout est doublé en relief. Et donc c'est le choix du spectaculaire ou pas. Il y a l'album grand format avec les tirages 24-30 dans des belles dorures, etc., où vous avez la stéréoscopie, et il y a effectivement un côté immersif et rentrer dans ce voyage de manière beaucoup plus prégnante en relief. Alors après, la stéréo demande quand même une certaine maîtrise technique en termes de prise de vue, puis de développement et de tirage. Donc tout le monde ne le maîtrise pas, donc ça reste pour des praticiens amateurs quand même quelque chose d'assez technique, donc que tout le monde ne maîtrise pas. Mais les éditeurs, eux par contre, ont les moyens, ont les opérateurs et ont les techniciens pour produire des milliers et des milliers et des milliers de photographies en relief. Je suis en train de penser à une entreprise, à une compagnie qui est très connue au 19e, qui est la London Stereoscopic Company, qui va effectivement produire des dizaines de milliers de stéréoscopies qu'elle vend. Et il faut savoir quand même que cette entreprise va perdurer jusqu'en 1921. Donc preuve d'un attachement du public pour cette forme de loisir qui consiste effectivement à regarder. Alors effectivement, c'est pas un loisir physique, c'est un loisir voilà, esthétique, intellectuel. C'est aussi une pratique c'est aussi un objet de consommation. Oui, oui, et puis cet éditeur, il est très fort parce qu'il arrive à revendre ses fonds et à les diffuser à l'étranger. Et puis là, on parle quand même d'un spectacle individuel avec une visionneuse comme celle-ci, où on est chez soi à regarder, mais il ne faut pas oublier aussi toutes les bornes stéréoscopiques que vous pouvez trouver dans des lieux de société. Vous mettez votre petite pièce et vous tournez la molette et vous avez une série de 10 photographies en relief. Donc il y a aussi ça. Certes, c'est un spectacle individuel, mais c'est un spectacle individuel qui peut se faire au milieu des autres dans un lieu de sociabilité aussi. Et après, c'est un moment d'échange et de discussion. Ah oui, non, c'est un très grand opérateur de sociabilité. L'amour de la vérité scientifique m'oblige aussi à dire, âme sensible s'abstenir, qu'une bonne part de la stéréoscopie concerne, comme la photographie, tout ce qui relève de la pornographie. Et là, effectivement, c'est moins consommé en famille. Il y a donc une industrie, effectivement, mettant en jeu des modèles, des photographes, voilà, des preneurs de stéréoscopie, et bien évidemment un public qui va consommer ça sous le manteau. Et alors il y a encore des recherches à faire sur cette pratique-là. Si c'est sur le modèle de certaines publications pornographiques, c'est un marché qui est extrêmement lucratif parce que c'est un marché de luxe qui s'adresse à un public qui a les moyens de satisfaire ses ambitions.